bien, bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, un numéro un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on va interviewer quelqu'un, j'espère que vous allez reconnaître, sinon vous allez connaître, c'est l'ami Thibaut Claudel, j'espère que je prononce bien ton nom. Eh oui, sans aucune faute. Nickel. Et voilà, j'imagine que vous avez reconnu la voix et donc maintenant vous voyez, j'espère, le visage, parce que j'espère que tout fonctionne bien. Et pourquoi est-ce qu'on l'interview, le camarade Thibaut ? Eh bien tout simplement parce qu'il va sortir un livre en novembre, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le 19 novembre. C'est ça. Et il va sortir donc un livre qui s'intitule Le mythe Star Wars 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas. Donc on va faire une première interview de lui pour savoir qui c'est le monsieur, comment qu'il connaît Star Wars et pourquoi c'est-il qu'il a fait un bouquin. Tout ça. Prêt ? Ouais. Je suis fin prêt. Eh ben alors, tu es qui déjà ? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne reconnaissent pas ton visage, tu es qui, Thibaut ? Eh ben, j'évolue également sous un pseudonyme qui s'appelle... je m'appelle en fait, vu que j'utilise ce pseudonyme assez régulièrement, République, avec des 3 dedans, car je suis extrêmement ringard et que j'ai ce pseudo depuis un petit moment maintenant, mais voilà, beaucoup de gens me connaissent sous ce nom-là, donc peut-être que ça aidera ceux qui ne me connaissent pas encore. Pour les autres, il faut savoir qu'effectivement, j'ai été journaliste, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Arts et qui gérait les sites d'infos, culture pop, culture geek, qui étaient par exemple Comics Blog ou Sci Fantasy, que j'ai dirigé pendant un peu plus d'1 an et sur lequel avec mon ami Sullivan on avait à l'époque créé un podcast Star Wars déjà qui s'appelait WookieLeaks. Et quand j'ai quitté cette entreprise, moi j'ai poursuivi un petit peu l'aventure du podcast Star Wars avec une autre émission qui s'appelle Outrider. Et c'est en partie cette émission qui m'a amené à écrire ce bouquin, puisque je ne suis plus journaliste à l'heure actuelle. Ça m'arrive de signer des papiers à droite à gauche, de partager mon avis sur Twitter comme tout le monde, mais ce n'est plus ma profession. D'ailleurs pour l'instant je n'ai pas de profession à l'heure où je te parle, ce qui permet d'écrire un livre et de le corriger étape après étape, donc voilà, on espère que vous trouverez pas de faute, sinon ça veut dire que je n'aurais investi tout ce temps pour rien. Non, pas pour rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave, de toute façon ton livre je le ferai lire par deux amis qui sont qui ont travaillé dans la correction pour Pocket, donc si on trouve des fautes, on te le remontera. Ok, parfait. Je suis surveillé par des spécialistes alors, faut que je fasse attention. C'est ça. Alors d'où tu viens exactement ? Tu nous as dit t'as été journaliste, maintenant t'es en gros t'es podcasteur, mais sans vrai emploi entre guillemets derrière. Donc, d'où tu viens réellement, de quel coin du monde, quel est ton bagage pour en être là où t'en es maintenant. Écoute, pour être tout à fait honnête, je viens d'un coin un petit peu perdu de la France puisqu'il s'agit des Vosges, donc je suis lorrain. Oh merde, Vosgien. Voilà, exactement. Donc je sais que sur Star Wars en direct, on a de tout, on a même des gens qui viennent du Québec, même surtout ça à l'origine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, moi je viens à peu près de l'autre bout de la planète. Bon, c'est pas non plus la Sibérie, mais c'est effectivement à quelques milliers de kilomètres. Et donc j'ai grandi là-bas. Ensuite j'ai pas mal suivi mon père et ma famille à travers la France parce qu'il avait l'habitude de changer de boulot. Donc j'ai pas mal voyagé, ce qui a un petit peu forcément affecté, je pense, les passions, les hobbies que j'ai pu avoir. Donc c'était souvent des trucs un peu geek que je pouvais faire aussi dans mon coin et pas forcément avec des gens, même si j'aimais toujours partager ces différentes passions-là avec un maximum de monde. Mais je pense que mon repli ou ma fuite vers l'imaginaire dans un premier temps, c'était aussi un bon moyen de se dire bon ok, on va encore changer de ville, on va encore changer de maison, mais il y aura toujours les bouquins Star Wars, il y aura toujours les Lego dans un coin, il y aura toujours ces univers que j'adore pour
pas forcément me protéger, mais pour m'évader, ça sera un petit peu c'était quelque part un petit peu mon point de repère, ce qui est bizarre puisqu'on parle d'évasion, donc généralement c'est pour aller, voilà, c'est pas loin, très loin. Voilà, c'est ça, c'est pour aller très très loin. Mais moi, c'était plus effectivement une forme de quotidien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été assez, un grand consommateur de tout ce qui est Star Wars, quelle que soit la forme, pendant toutes ces années-là. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ouais, sinon j'ai fait une classe préparatoire littéraire, j'ai eu cette chance, donc j'ai reçu quand même une culture, on va dire un minimum classique, mais j'y ai longtemps résisté, hein, même si j'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup touché, beaucoup influencé, je pense encore aujourd'hui. Bah de toute façon dans la façon d'écrire par exemple. Mais ouais, j'ai quand même fait tout ça, et au final pour faire une école de commerce. Donc je collectionne des casquettes différentes, parfois peut-être un peu contradictoires, je laisserai les gens juges de tout ça, mais effectivement ça donne ce joyeux mélange. Mais il y a un truc qui n'a pas changé pendant tout ce temps-là, effectivement, cette passion pour Star Wars et les univers de l'imaginaire en général, parce que je suis aussi, ça se voit peut-être un petit peu dans la bibliothèque derrière, mais un gros fan de BD par exemple. Il y a une télé avec une PS4, il y a beaucoup de choses à faire dans ce salon, même en plein confinement. Voilà, je suis prêt pour un deuxième round. Bah, on va quand même espérer qu'on ne l'ait pas, parce que bon, au bout d'un moment, ça tape sur le système. Et c'est assez marrant, parce que rien qu'avec ça, je viens de voir, en fait, on a quand même pas mal de points de commun au-delà de Star Wars. J'ai vécu une partie de mon enfance à Nancy, donc t'imagines bien le truc. Et pareil, j'étais un peu comme toi, l'évasion dans les mondes fantastiques, le côté geek, le côté un petit peu faire des activités tout seul dans son coin, parce qu'on passe d'un coin à l'autre. Donc c'est assez marrant ça, ce point commun, ou ces points communs qu'on peut avoir. Ça me fait bien marrer. Bah ouais, et j'ai d'ailleurs fait mes études à Nancy, ma classe préparatoire c'était là-bas, donc c'est une ville que je ne connais que trop bien. Je salue s'il y a des auditeurs et des auditrices des Nancéens dans le coin en direct qui sont Nancéens, effectivement. Gros bisous à vous. Bah, je crois qu'il y a l'un de nous qui est à Metz. Ah bah oui, bah, moi de toute façon moi j'aime tout le monde. Je n'ai pas de région favorite, mais je suis content des fois de retrouver des gens à Paris et qui me disent ah ouais, moi je viens de tel bled et tout, parce que quand je suis arrivé j'avais vraiment l'impression d'être un peu le seul Vosgien sur terre. Eh ben non, hélas, vous êtes plusieurs. Eh oui, mince. Alors, une question, moi, qui me tarabiscote l'esprit depuis pas mal de mois, hein, c'est pourquoi cette couleur de cheveux? C'est un hommage à Roy Batty ou pas? Ah ouais, j'ai toujours voulu savoir. Bah écoute, ça serait pas le pire des hommages à faire, mais effectivement, je ne m'attendais pas à des questions aussi précises et pointues de ta part. Ah bah tu connais mon côté troll. Hein. Oui. Et puis non, mais c'est bien, ça crée vraiment un côté un petit peu enquête exclusive. Vous allez tout savoir. Non, bah en fait c'est tout bête. Genre ça faisait quelques années que je me posais la question. J'avais même un cousin qui est à peine plus âgé que moi qui avait fait la même bêtise, si j'ose dire, il y a quelques années de cela, et qui m'avait beaucoup marqué du coup quand j'étais petit. Et quand je suis revenu, parce que pendant un temps j'habitais à Nantes, donc pour vraiment vous faire la géographie du truc, donc quand je suis revenu à Paris, je me suis dit tiens, j'aimerais bien, vu que les gens ne me connaissent pas, je pourrais très bien me réinventer une nouvelle personnalité. Alors bien sûr, et une nouvelle tête, bien sûr, certains comme toi par exemple me connaissaient déjà. Donc vous n'avez pas été dupe, mais ouais, non, c'était juste une espèce de folie un petit peu bête, comme à l'origine, presque sous la forme d'un pari en fait, avec moi-même. Et puis en fait c'est resté quand ma maman m'a dit qu'elle aimait bien et que les collègues trouvaient ça bizarre que je revienne à ma coupe de cheveux normale, et ben c'est devenu un signe distinctif. Alors du coup à chaque fois que je vais chez le coiffeur, j'ai quand même cette hésitation de bon, il va peut-être falloir que j'arrête un jour, mais en attendant voilà, ça me transforme en personnage de science-fiction visiblement, donc c'est pas plus mal. Ouais, mais j'ai vu, c'est vrai que c'est un côté marrant, mais j'ai vu que tu fais du cosplay aussi. Ouais. Ça t'a servi, bah ce changement de coupe, de look. Ouais, complètement. C'est pas été calculé à l'avance, même si peut-être dans un coin de ma tête je m'en suis pas rendu compte, mais je sais pas si tu joues à Overwatch, et j'imagine qu'il y a des gens qui nous écouteront qui jouent à Overwatch, et du coup j'ai cosplayé Soldier 76, donc du coup le personnage avec la visière rouge et les cheveux blancs, donc voilà. Effectivement ça a aidé, ça a fini par aider. Après voilà, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais mûr aussi pour faire Witcher, mais il va falloir les laisser pousser un petit peu, donc voilà.
Ah, va falloir gagner quelques centimètres et quelques kilos. Va falloir pousser à la masse, à la salle. Va falloir pousser de la fonte. Effectivement, ouais. Bon, on va redevenir un petit peu sérieux. On va aller dans un thème qu'on connaît un peu tous les deux. Star Wars, hein. Vous allez vous en noter. Comment t'as connu Star Wars? À quel âge? Pourquoi? Comment Alors, à quel âge? Je pense vers l'âge de 6-7 ans. Comment? Parce que mon papa avait enregistré l'Empire contre-attaque qui à l'époque devait passer sur une chaîne française et du coup il y avait les pubs, l'enregistrement lui-même était absolument atroce, mais du coup il m'avait mis ça dans les mains. Je sais même pas si c'est par accident, il faudrait vraiment que je revienne sur ces questions-là. Mais je trouve que lui-même a un peu oublié. Des fois, il parle de mon amour pour Star Wars et il est en mode c'est vrai que t'as toujours bien aimé ça. Et je suis en mode oui, mais forcément, quelqu'un qui à l'origine m'a présenté ce truc. Ouais, tu m'as filé le bébé, voilà, ou tu m'as filé le virus. Quoi. Et dans mes souvenirs, c'est lui, donc avec cette cassette-là. Et du coup, on était dans les années 90, durant lesquelles j'ai grandi. Et donc, du coup, j'ai pas mal accroché à cet univers, même si j'étais assez flippé par Yoda et Dagobah du coup quand j'étais petit, parce que c'est quand même un poil flippant. Et par la suite du coup sont ressortis au ciné les Star Wars de la trilogie originale dans leur édition spéciale que maintenant les gens connaissent bien, parfois en mal aussi parce que les ajouts sont encore aujourd'hui critiqués, discutés, etc. Donc mais moi à l'époque je ne savais pas tout ça, je savais juste que j'allais pouvoir voir les Star Wars sur grand écran alors que j'avais du coup ça devait être en 97 ou 98 en France, donc ouais moi ça me faisait 7 ou 8 ans quoi. Donc ouais j'étais complètement abasourdi par la sortie de ces films au ciné. Alors il se trouve que parfois je m'endormais pendant quelques secondes puis je me réveillais, puis c'était un mélange de fatigue et d'excitation totale que de voir ces films là. D'ailleurs dans un cinéma de Saint-Dié-des-Vosges qui s'appelle l'Empire, ça ne s'invente pas. Ah, pas mal. Et donc du coup j'ai pu voir ces films là en préparation de cet épisode 1 qui est arrivé en 99 et qu'on a attendu en France jusqu'en octobre. Alors moi à l'époque je l'attendais pas non plus comme des millions de gens devaient le faire, mais j'avais cette espèce de sentiment je savais que ça arrivait et des fois je m'en rappelais. Et donc quand je suis rentré un jour dans un bureau de tabac et que j'ai vu un magazine, je crois que c'était Ciné Live à l'époque, avec différentes couvertures, et bah du coup j'ai acheté les différentes couvertures avec les différents posters. Tu les as encore? Ouais, je les ai encore, ouais. Putain, moi aussi je les ai. Ils sont là-bas. Faudrait que tu puisses on les partagera peut-être sur vos réseaux. Ouais, j'essaierai de les retrouver. Je ferai des photos pour les mettre. Je crois que je les ai tous en plus. Mais moi, ils sont chez mes parents, donc ils sont pas avec moi. Mais c'est vrai que ils sont datés de l'époque et tout, et ils sont protégés dans un petit carton avec plein de choses un petit peu. J'allais dire idiote, c'est pas idiot quand t'es enfant, mais c'est-à-dire que dès que je voyais Star Wars sur une couverture, je le prenais, même si c'était un magazine de ciné qui m'intéressait pas du tout par ailleurs, mais j'étais complètement boulimique, donc je prenais tout ce qui passait. Et j'ai aussi des espèces de petits fascicules, des romans photos qui paraissaient mois après mois, semaine après semaine dans des bureaux de tabac avec des petites figurines. Je crois que c'était à l'époque pour l'anniversaire du premier Star Wars, donc ça devait être aussi en 97. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça qu'on devait m'offrir parce que c'était pas cher et c'était quand le grand-père allait chercher ses clopes et sa baguette de pain. Et voilà. Et il voyait un truc Star Wars, il pensait au petit Thibaut. Exactement, c'est ça. Pour lui. Voilà. Donc du coup, j'ai plein de trucs comme ça dans ma collection qui n'ont je pense à peu près aucune valeur, d'autant que j'ai pas les numéros dans l'ordre, je les ai pas tous, mais ça a une valeur sentimentale qui est énorme, et je pense qu'on en a tous comme ça, nous collectionneurs Star Wars, de petits objets qui traînent avec nous et qui restent avec le temps, quoi. Bah justement, t'es quel type de fan? Je vois, t'as le Faucon, tu fais du cosplay, tu fais du podcast là-dessus. T'as fait une partie de ta carrière pro, justement, a priori orientée par cette passion. Donc t'es quel genre de fan? Du boulimique, du strict, du précis, ou tout ce qui passe, tu prends? Bah, je pense que encore aujourd'hui, je suis assez client de tout un tas de choses, mais je suis aussi assez critique de tout un tas de choses. C'est-à-dire que je m'interdis pas d'aller je sais pas, vers le jeu vidéo, vers des comics, vers même un roman, mais c'est vrai que j'ai fait ma culture avec aussi d'autres choses que Star Wars. J'ai été journaliste pendant toutes ces années, avant ça j'étais blogueur, et moi je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la part même des grosses et surtout même des grosses boîtes comme Disney ou même Lucasfilm avant que l'entreprise ne soit rachetée, dans les histoires qu'ils racontent et la qualité en fait de ces histoires-là.
la créativité aussi, parce que parfois une histoire peut être vraiment naze, mais forger l'imaginaire de tout un tas de gamins et de moins jeunes, mais ça aide aussi, quoi. Donc j'en ai pour preuve la prélogie, hein. On peut critiquer voilà l'histoire, et je pense qu'on reviendra peut-être sur cette question-là ensuite, mais c'est vrai que moi elle m'a ouvert énormément de portes, et pour ça je lui en suis éternellement reconnaissant. Et du coup, c'est un peu une réponse difficile, parce que du coup, j'imagine que je suis un fan un peu analytique, quoi. C'est-à-dire que je regarde tout, mais je critique tout, quoi. Donc c'est presque un petit peu embêtant pour moi aussi, parce que parfois j'aimerais être un fan un peu plus plus fanboy, en mode je prends tout et j'aime tout et je trouve du bon partout, et il y a des fans qui arrivent encore à avoir cette souplesse-là. Mais je pense que l'ère Disney a aussi amené une forme de, peut-être pas de surproduction, parce qu'il y a toujours eu énormément de choses qui sont labellisées Star Wars, mais peut-être cet effet de surproduction, c'est plutôt parce qu'elle est concentrée dans le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Là où Lucas mettait 2-3 ans pour faire ses films, là, quasiment depuis 5 ans, tous les 6 mois, on a un nouveau produit Star Wars, quoi. Effectivement, et du coup, je pense que ça crée une forme de lassitude et d'autocritique, en fait. Après, le bouquin lui-même, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi, mais m'a permis, voilà, de prendre un petit peu de distance avec tout ça. Mais c'est une relation presque conflictuelle, en fait. C'est-à-dire que je suis super fan de Star Wars, il y a plein d'événements ou de sorties ou de discussions qui me le rappellent, tu vois. Il y a, en décembre dernier, moi, j'ai pas du tout aimé le 9e épisode qui est censé conclure cette fameuse saga Skywalker. On en a discuté, toi et moi, dans un épisode d'Outrider. Et c'est toi qui avais eu le mot de la fin en parlant de ton tonton, je crois. Tonton Jeannot. C'est ça, avec qui t'as découvert Star Wars, quoi. Et du coup, c'est cette discussion-là, tu vois, sur le moment, ça m'a vachement ému, tu vois, parce que je me suis dit, au final, il y aura toujours un connard pour moi, comme moi, pour critiquer, pour nuancer, etc. Et il en faut. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on se rappelle que quelque part c'est juste une passion, et peu importe le nombre de films qui existent, peu importe le nombre de mauvais films qui existent, en principe, c'est pas censé entacher votre passion, tu vois. Et moi, je veux pas me transformer en l'une de ces personnes qui, je sais pas, en râleur fini, en potentiel harceleur sur les réseaux, parce que je sais pas, on fait un nouveau Ghostbusters ou que sais-je. Enfin, tu vois, genre, je m'en fous. Je veux dire, à un moment, peut-être que je prendrai mes distances avec Star Wars. Tu l'as rappelé, c'est une partie de ma carrière, c'est de toute façon une énorme partie de ma vie, que je le veuille ou non. C'est un peu flippant de le dire, parce qu'on sait que ça appartient à une multinationale, donc t'as un peu l'impression que tes souvenirs dépendent de Mickey, et que ça se trouve là il va toquer à la porte à tout moment, mais non, je pense qu'il faut savoir aussi être bienveillant, tu vois, envers sa propre fanboy ou une fangirlitude. Donc voilà, je sais pas si ça répond pas tellement à ta question, mais en fait, si, je trouve j'ai pas de vraie réponse, tu vois, je peux pas te dire je suis ce genre de fan, quoi. Donc malheureusement, il faudra s'en contenter. Pas de souci. Et justement, t'es plus trilo original, prélogie, ou plus un admirateur inconditionnel de la postologie? Du coup, ce sera déjà pas la postlogie, parce que je pense que j'ai pas assez de recul, et qu'elle a eu tellement de problèmes qui font qu'on n'arrivera pas, nous, ou même une génération plus jeune, à se dire c'est notre trilogie. Je pense que c'est vraiment très difficile, même pour les gens qui grandissent en ce moment et qui ont découvert ces films jeunes. Je pense qu'il y a tellement eu de bruit et de marketing et de rumeurs autour de ces films que je sais même pas si aujourd'hui, et je serais intéressé s'il y a des auditeurs et auditrices qui sont encore plus jeunes que nous, qui nous disent en fait moi j'ai pas pu kiffer parce qu'il y a tellement eu de critiques ou de ci ou de ça, alors que j'ai vu des gens être des fans inconditionnels de la prélogie juste par effet générationnel, ce que je trouve aussi parfois un petit peu dommage, parce que on a tous des films qu'on a vus enfants et qui du coup nous ont complètement retourné le cerveau, mais des fois c'est bien de revenir un petit peu en arrière et de prendre un petit peu de recul. Mais donc je dirais que je suis plus trilogie. En fait, je pense que c'est la trilogie qui m'a toujours le plus parlé. J'ai pas su, moi, vu que j'étais quand même pré-ado, encore enfant, quand la prélogie a démarré, j'ai pas vraiment su mettre des mots, tu vois, sur ce qui me gênait. Je sais que j'ai quand même versé ma petite larme quand j'ai quitté la salle de la Revanche des Sith pour la première fois, et à l'époque j'habitais en Corrèze, donc j'étais encore plus paumé, tu vois. Et j'avais été... Ils ont des cinémas en Corrèze. Ouais, faut croire, il y a des cinémas en Corrèze. Je salue tous les Corréziens qui nous écoutent, mais j'avais pris mes petites pattes, j'étais sorti du collège, j'avais
fait ma séance du mercredi après-midi et je suis sorti, je me suis dit ça y est, c'est fini, je vais plus jamais voir un Star Wars, mais j'étais détruit quoi. C'était vraiment une des pires souvenirs. Enfin j'ai une espèce de nostalgie, en même temps une espèce de sympathie envers ce souvenir, parce que bon, je pense que si j'avais eu 18 ans et pas 13, je me serais dit mais bien sûr qu'un jour il y aura un connard qui va racheter cette franchise, tu vois. Mais il y aura forcément une suite d'une façon ou d'une autre quoi. Et en plus on savait qu'il allait avoir Clone Wars qui allait arriver. Ensuite il y a eu cette idée d'une série live, donc c'était pas fini, mais ça me faisait quand même quelque chose, tu vois. Mais je sais que c'est à l'épisode 2 où j'ai commencé à comprendre que la trilogie, cette nouvelle trilogie, elle faisait autre chose que l'original. Et en fait, du coup, je dois être cette génération assez chelou d'enfants ou d'ados qui ont découvert quand même la trilogie originale au ciné via l'édition spéciale, qui ont quand même vu la prélogie et l'ont appréciée, mais du coup ont eu quand même, je pense inconsciemment, un petit conflit interne entre qu'est-ce que racontait l'une et qu'est-ce que racontait l'autre, tu vois. Donc forcément j'ai plus d'affinité avec la trilogie originale. Le Retour du Jedi, c'est mon film Star Wars préféré. Quand je revois l'Empire contre-attaque, je suis toujours bluffé par la maestria de ce film, et Un Nouvel Espoir, c'est juste tu vois, d'une limpidité qui est sans faille quoi. Donc je peux pas m'empêcher de kiffer ça. Je peux pas m'empêcher de kiffer aussi les choix qu'a fait George Lucas à l'époque, qui je pense aujourd'hui serait impossible, et on le voit bien du coup avec ce qui a été fait sur la postlogie. Et pareil, la prélogie, voilà, pendant longtemps j'ai fait une espèce de jeune ténébreux, et je disais waouh, mais comment j'ai pu aimer ce truc, en fait c'est de la merde, et maintenant j'en tire énormément de leçons, et je me rends compte que des fois il y a des scènes et des trucs qui me sont restés bien plus que je n'osais me l'avouer. Donc je pense que ça fait vraiment j'aime beaucoup ce qui a été défendu par la postlogie, et il y a plein de choses que j'aime dans ces films là, mais très clairement moi c'est presque dans l'ordre chronologique, hein. Je préfère d'abord la trilogie originale, puis la prélogie, puis la prélogie, et maintenant la post. Ouais, mais après il y a des trucs je discutais déjà hier du bouquin avec dans une autre interview, et je disais par exemple spontanément que je trouve que le trio de la postlogie, c'est mon trio préféré, tu vois, par exemple. Donc il y a des éléments comme ça qui vont sortir un petit peu de mon classement, et je sais que nous autres, les fans de Star Wars, on aime bien classer les trucs, mais mettre dans quel ordre tu préfères ça ou ça. Mais c'est bon, ça tourne vite en rond, donc du coup je le fais pour que vous compreniez un petit peu le personnage, mais en vrai ça peut changer à partir du moment où j'aurai Justement, tu l'as vécu comment cette postologie depuis l'annonce à la sortie de l'Ascension? Bah du coup c'était la première trilogie que je vivais d'un point de vue c'est pour ça que j'utilisais le terme d'analytique tout à l'heure. C'est la première trilogie que je vivais vraiment en tant que plus que fan et aussi blogueur puis journaliste, etc. Donc moi j'avais traité, tu vois, le rachat de Lucasfilm en 2012 sur un petit blog, et je me souviens que ma journée avait été intense parce que j'avais à peu près tous les gens qui me connaissaient, mais quand je te dis tous les gens, c'est même des potes que j'avais pas vu depuis 10 ans qui m'envoyaient des SMS en mode qui me posaient la question de t'as vu pourquoi, et j'avais pas plus de réponses qu'eux, tu vois. Donc j'étais un petit peu dépassé par les événements. D'ailleurs à l'époque je trouvais que l'idée d'un épisode 7 était horrible, tu vois. Donc j'ai bien grandi depuis. Mais du coup ouais, ça forcément j'ai progressé aussi d'un point de vue développement personnel, mais aussi professionnel à ce moment-là, parce que du coup quand j'ai quitté l'école de commerce, j'aurais pu je sais pas, bosser en agence de com, ce que j'avais déjà fait, mais au final j'ai rejoint les gars de Arts, et du coup on a vécu ces 5 ans quasiment d'ère Disney, voilà, entre potes, à théoriser, à analyser, à faire aussi le reporting de toutes ces news là, comme vous l'avez fait dans le podcast. Enfin, je pense que c'est un truc que moi j'avais jamais connu, c'est-à-dire que les vétérans des podcasts ou des sites Star Wars, il y en a plein dans Star Wars en direct qui ont sans doute déjà chroniqué, parce que c'est le terme, la prélogie. Moi je l'avais pas fait sur la trilogie originale. Alors bien sûr j'ai écrit des papiers avant que la mais en gros postlogie arrive, mais là c'est la première fois, quoi. Tu l'as pas vécu en live, quoi. Bah ouais. Arriver, regarder les Star Wars célébrations en live, se relever la nuit pour mater les trailers pendant un match de football américain interminable. Enfin j'ai fait tout ça, tu vois. Donc et pour que le site soit à jour au moment où les gens se lèvent, parce que aussi l'excitation m'empêchait de dormir, tu vois, par un moment.
Enfin, en vrai, c'était vraiment ça, jusqu'à la sortie de l'Ascension de Skywalker, parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première avec le podcast, et du coup... on était dans la même séance. C'est ça, et du coup, moi, la veille, mais j'ai vraiment pas dormi, tu vois, tellement l'anticipation me rongeait. Donc, vraiment, c'était une façon hyper intense de vivre Star Wars. Je sais pas si ça arrivera encore. Je sais pas s'ils sont capables de me ressortir ça, parce qu'il y aura pas, même là avec ce qui se passe avec le virus, ce qui se passe avec tout un tas de projets retardés. Je pense qu'on n'aura jamais de nouveau une grosse pause comme ça de 10 ans de Star Wars avec une nouvelle proposition, des nouveaux acteurs de sitôt. Je pense que même on risque plutôt d'avoir dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, de nouveau ces mêmes acteurs qui reviennent pour faire 10, 11, 12. Je sais pas si je voudrais ça, mais je pense que je pense que c'est possible, tu vois, et je pense que ça serait même logique d'un point de vue business, quoi. Donc en fait, je sais pas si on vivra une époque comme celle qu'on a vécue, et je pense que dans quelques années je serais même limite nostalgique de cette époque où j'écrivais sur The Force Awakens et j'étais là, oh, mais imagine, il se passe ça, mais attends, Kylo Ren, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce nom, d'où ça vient, d'où vient le Ren, pourquoi ce casque. Et en fait c'est presque trop, en fait, hein, quand avec un peu de recul, mais ouais, je l'ai vécu de manière super intense, et d'autant plus intense que du coup c'était une partie de ma vie professionnelle, donc forcément ça a ajouté un peu d'intensité à l'ensemble. D'accord. Justement, en parlant de ta vie professionnelle, pourquoi WikiLeaks puis Outrider? Juste pour nous piquer des auditeurs à SWD, ou parce que tu rêvais de monter ton podcast Star Wars et depuis longtemps? C'était essentiellement pour piquer des auditeurs à Star Wars en direct. Ça. Mais non, mais je souscris pas vraiment à cette théorie selon laquelle tu vois, tu peux n'écouter qu'un podcast qui a un seul type de fan de Star Wars et qu'on est tous de toute façon, on s'en partage plein. Rien que, tu vois, il y en a un en tête, Kit Fisto, qui est un JC, qui nous écoute. Même nous, en tant qu'auditeurs, on écoutait Wookie, on écoute Outrider, donc même ça, c'est comme d'hab, hein, c'est du troll. Mais oui, je le sais, mais je le rappelle parce que peut-être des gens qui sont extérieurs à nos petits échanges de pistolet laser se disent, mais attends, mais est-ce qu'ils sont vraiment en colère ou pas? Non, moi j'ouvre la porte à tout le monde, tant qu'on reste dans les limites de ce qui est inscrit dans la loi aussi, hein, tu vois, mais parce que il y a 2-3 fans de Star Wars qui sont assez vénères de ce côté-là, mais non, moi je suis un fan au contraire assez avide de différentes opinions et pas toujours les mêmes autour de la saga, donc je vais pas forcément jusqu'à m'infliger des trucs que je considère être complètement tu vois, innommables, genre je vais pas aller regarder des vidéos de conspirationnistes sur The Last Jedi, mais très clairement moi il y en a, ouais, enfin YouTube on est rempli, et le problème c'est qu'une fois que tu en as regardé une par curiosité un peu malsaine, morbide, tu vois, morbide, oui, c'est même le terme, tu finis par avoir un algorithme complètement flingué. Mais revenons à nos moutons, à nos bantas. Ouais, je suis fan en fait de Star Wars, et je suis conscient qu'il existe des milliers de fans de Star Wars différents, et qu'il y a plein de podcasts qui proposent des angles différents. Et en fait, c'est assez rare qu'une franchise, alors après c'est pas n'importe quelle franchise, hein, c'est la plus grosse de tous les temps et qui s'est exprimée déjà depuis plus de 40 ans, mais je veux dire, c'est rare qu'une franchise puisse à ce point avoir ce côté un peu malléable, tu vois. On peut tous créer des podcasts sur des angles très différents, avec des opinions très différentes, des formats aussi très différents. Ce qui est cool aussi avec le podcast, c'est que c'est pas encore peut-être aussi routinier, bien défini que par exemple la vidéo sur YouTube. Donc très clairement, moi, WikiLeaks à la base c'était pour qu'on ait notre propre podcast Star Wars, et en fait à l'origine c'était surtout parce que en discutant avec Sullivan, qui était le rédacteur en chef de Arts, pardon, on se disait, mais en fait on passe nos journées à parler de Star Wars et on fait pas profiter les gens de nos théories, et aussi on passe nos journées à écrire sur du Star Wars, et les gens ils en ont marre parce qu'ils arrivent sur la page d'accueil de Sci Fantasy et ils voient 40 news, parce que faut se rappeler qu'à l'époque en 2015 c'était limite une photo, une news, un morceau d'interview, une news, et tout le temps, tous les jours, donc c'était devenu très compliqué de gérer l'actu de manière digeste. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va faire un petit podcast, ça va s'appeler WikiLeaks, et ça va revenir sur les news de Star Wars de la semaine, du mois, je sais plus trop quelle fréquence on avait.
Et puis par ailleurs, on a balancé pas mal de théories. On a reçu des scénarios leakés à l'époque, des trucs qui se sont avérés mais complètement flingués. Ouais, c'était Jean-Jacques dans son garage qui vous écriviez des scénarios, qui les envoyait. J'ai piqué ça, c'est mon cousin qui bosse à ILM qui a piqué ça, je vous l'envoie en direct. Ouais, il y avait ça. Mais après, plus tard, j'ai eu des trucs un peu plus solides, notamment à l'époque de Rise of Skywalker, sur les visuels, les produits dérivés, les trucs comme ça, mais je pense que ça avait pas mal leaké au niveau global, quoi. Mais ouais, à l'époque, du coup, on se prenait la tête sur des trucs, mais genre, what the fuck, tu vois, on imaginait qu'est-ce qui peut être plus fort que, tu vois, je suis ton père. Alors, du coup, on imaginait des trucs complètement improbables. On avait reçu des trucs à base de, ouais, en fait, Rey, c'est le père de Luke, parce qu'en fait c'est la réincarnation d'Anakin, donc elle va lui dire je suis ton père, comme dans l'Empire contre-attaque et tout, et on était là what, et on s'est bien planté sur des trucs, genre Sullivan et moi on était persuadés que Jyn Erso de Rogue One allait en fait être la mère de Rey. Et parce qu'il y avait quand même ce côté, on a pris 2 actrices britanniques avec un physique qui globalement est pas hyper éloigné, et l'idée qu'on puisse apprendre plus tard qu'elle était la descendante, je sais pas, de cette résistante là, enfin de ce commando de l'Alliance Rebelle était pas dégueulasse, je trouve. Mais bon, déjà le film lui-même a un petit peu répondu à cette question, et puis par la suite les films suivants ont vraiment fermé la porte à cette théorie. Mais du coup il y avait un côté, enfin je sais qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui me trollent là-dessus, et voire même enfin c'est pas qu'ils m'insultent, mais je sens que c'est un peu plus que du trolling un peu taquin, c'est un peu en mode genre t'as vu, t'étais un con d'avoir imaginé ça, ouais. Tu te souviens de ce que tu disais, pourquoi on devrait lire ton bouquin, pourquoi on devrait t'écouter. Bon après je pense qu'on l'a tous fait, et puis quelque part il y a un côté qui était, enfin c'était de la créativité débridée, quoi, de se prêter à cet exercice. Donc moi j'ai trouvé que c'était super marrant à faire. Donc l'époque Wikileaks elle était super addictive par rapport à ça, quoi, parce qu'en plus on s'engrainait, hein. Sullivan et moi on avait tellement de théories et de trucs, c'est que en plus dès qu'on commençait à débattre il était en mode non mais attends, on va couper, on va se le dire en face, comme ça on fera profiter les gens. Et puis alors du coup les gens se battaient aussi pour nous et tout, on avait le champion, enfin c'est l'arène, quoi, c'était un délire. Ouais, et après du coup quand j'ai quitté Sci Fantasy, j'avais envie quand même d'avoir un projet de podcast. J'étais déjà du coup pas mal reconnu, parfois un peu malgré moi, parce que à l'origine j'avais pas forcément envie de parler tout le temps de Star Wars, mais c'est vrai que c'était un peu la porte la plus évidente. On savait que Wikileaks, puisque Sullivan était déjà parti et que moi j'allais partir, n'allait pas survivre, et donc on s'est dit bon vas-y, on va créer un truc Star Wars pour continuer de défendre cette vision là. C'est ce que les gens demandaient, ce que les gens voulaient, et puis nous ça nous a donné l'occasion aussi de contrôler nos propres réseaux sociaux, de faire les choses différemment, d'aller aussi un petit peu plus loin dans certaines logiques, notamment l'idée d'éditorialiser Star Wars. Et moi c'est une envie que j'avais et que j'ai toujours, de me dire tiens, est-ce qu'on pourrait parler de, je sais pas, l'aviation dans Star Wars, l'école dans Star Wars, les femmes dans Star Wars, les voitures de course avec le pod racer, et le parallèle avec les sports mécaniques dans notre monde. Enfin voilà, faire cette espèce d'aller-retour permanent entre notre monde et celui de Star Wars, c'est ce qui me fascine, et ce qui je pense fait la singularité de l'Outrider. Du coup on fait de moins en moins des trucs news et des trucs review, parce que y a des gens qui le font mieux que ça, et comme ça permet aussi, pour revenir un petit peu à ton tacle tout doux du début, ça permet aussi que chacun puisse un peu défendre son propre savoir-faire, en fait, tu vois, genre, très clairement. Après moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et surtout quand il y a des gros films comme Star Wars qui sortent, moi j'ai tendance à consommer tous les podcasts de chacun des podcasts Star Wars qui fait son épisode spécial Rise of Skywalker, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai un peu pris mes distances avec ça maintenant, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse toujours, et je pense qu'on pourra pas s'empêcher de dire un petit mot sur Mandalorian saison 2 de manière détournée, certes, mais à un moment ou l'autre. Donc tu vois, c'est pour ça que Outrider a été créé, c'est pour ça qu'il continue, et je pense que c'est ce qui crée un petit peu son originalité. Ça veut pas dire qu'il est mieux que les autres, tu vois, c'est juste différent. C'est un format et un état d'esprit peut-être un peu différent de certains autres, quoi. Ouais, j'espère, parce que si je refaisais juste la même chose que des gens que des gens font déjà et que font déjà très bien, je me sentirais un petit peu bête, tu vois. Donc après l'avantage du podcast, c'est qu'il y a toujours ce côté un petit peu bande de potes / canapé, donc t'as envie de suivre telle ou telle personne et pas d'autre, parce que tu te retrouves chez telle ou telle personne et pas l'autre.
mais c'est pas, je pense pas que ce soit obligatoire, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui on peut aussi consommer des trucs un petit peu à droite à gauche et diversifier l'offre du podcast Star Wars si on peut dire, quoi. D'accord. Bah, eh ben on va attaquer le sujet de ton livre finalement. Yes. Alors déjà, première question, pourquoi tu t'es réveillé un matin pendant le confinement en disant tiens, si j'écrivais un livre, ou c'est une idée qui te creusait depuis plusieurs mois, plusieurs années Bah en fait c'est un petit peu différent. Je sais pas si je me suis un jour posé la question du pourquoi. Faisons un petit flashback en novembre 2016 et allons à Toulouse. Et à cette occasion, donc Rogue One n'est pas sorti et je discute Star Wars avec des petits gars qui s'appellent Nicolas et Mehdi qui ont fondé la maison d'édition Third Edition, qui du coup a une la particularité d'éditer des essais sur le jeu vidéo. Et du coup, je sais qu'ils veulent lancer quelque chose autour de la pop culture au sens plus large, donc faire des trucs sur de la bande dessinée, sur des films, etc. Et donc, on se met à parler Star Wars et moi, en rigolant, je dis un peu il faudrait faire un truc Star Wars un jour. Je leur dis avec tout ce qui va sortir là, ces prochaines années, il y aura grave un bouquin à faire. Je dis un peu en déconnant, sauf que 3 ans plus tard, ils se sont souvenus de la blague, ils écoutaient Rider et on s'est rappelé quand ils lançaient le manga Berserk. Le manga Berserk, donc oui, le manga Berserk était le sujet de leur essai. Donc du coup, ils disent on est à Paris, est-ce qu'on peut se voir? Et on a discuté. J'ai pas tout de suite tilté, ça fait un peu le faux modeste, mais vraiment je suis arrivé en me disant ouais c'est vrai qu'on avait parlé du bouquin. Et puis j'en ai reparlé, mais je me suis, en fait, dans ma tête, je me suis dit ils vont me demander pourquoi. Peut-être ton avis sur un auteur. Ouais, c'est ça. Ils vont me demander de trouver un mec. Ils vont me demander de trouver un mec. Ils vont me demander qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et au mieux, je serai consultant, quoi, tu vois. Et donc j'y suis vraiment allé sans pression presque. Alors du coup, Nico et Mehdi auront peut-être une autre version, mais moi dans ma tête je n'étais pas du tout penché là-dessus. Et du coup je réfléchissais, et puis ils avaient beau m'inclure dans la conversation en disant on pourrait faire un truc comme ça, puis nous on pourrait faire un truc comme ça. Puis moi je suis en mode faudrait faire ça, faudrait aller dans telle direction. Et voilà, on a discuté des potentielles directions qu'on pouvait avoir sur la saga Star Wars en fait, tout simplement. Et du coup c'est devenu un petit peu sérieux au fur et à mesure. Je crois qu'on s'était revu tout de suite le lendemain, et donc c'est là que j'ai compris ok, donc en fait ça va pas être avec quelqu'un d'autre, ça va être avec moi, et il va falloir trouver un plan. Donc du coup ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Voilà, c'est ça, peut-être plus compliqué. Et du coup il n'y a pas vraiment de pourquoi, si ce n'est qu'au bout d'un moment je me suis dit en fait si je fais pas ce bouquin, quelqu'un d'autre va le faire. Sous-entendu c'est pas forcément une course avec mes compatriotes francophones, mais plutôt en me disant qu'aux États-Unis il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait, voire va le faire ou se prépare à le faire. On savait aussi que vu qu'on était en 2019 et qu'il allait déjà avoir ce creux, même si on connaissait pas l'existence du coronavirus à l'époque, on savait bonjour le chat. Et du coup on savait à la fin. Ah oui, c'est l'heure des croquettes. Mais du coup on savait qu'on allait avoir cette pause en fait. Donc du coup je leur ai dit ou ils m'ont dit, je sais plus exactement qui a eu l'idée, mais on se disait tiens c'est marrant, on va avoir ce creux là, donc il va aussi avoir un certain nombre de produits officiels et dérivés qui vont pas être sur le devant de la scène et qui vont pas forcément attirer l'œil des lecteurs. Alors je pense pas que mon bouquin se soustrait à ces bouquins officiels, mais vu qu'on n'a toujours pas de making of, vu qu'on n'a toujours pas de bouquin qui retrace ne serait-ce que la production, parce que les bouquins, les artbooks le font un petit peu, mais c'est quand même très limité, c'est hyper contrôlé, etc. Ouais. Je me suis dit voilà, on a un créneau, on s'était dit qu'on avait une opportunité et que s'il fallait la saisir, c'était assez rapidement qu'il fallait le faire, parce que moi je reste assez persuadé qu'on aura un jour un truc sur la postlogie d'une manière ou d'une autre. Donc c'est quand tu parles d'un truc, c'est un truc moins comment dire, moins calibré, moins calibré, moins polissé. J'espère. Après c'est difficile parce que quand tu vois par exemple je sais pas, j'ai bon espoir parce que le documentaire qu'on a sur Disney+ sur les épisodes de The Mandalorian par exemple, il est assez marrant parce que des fois il te révèle des trucs où ils partent dans des délires, c'est fait à moitié à l'arrache dans un bord de plateau avec une table noire, enfin c'est parfois assez brouillon.
Donc je me dis que peut-être que quand ça marche, ils arrivent à prendre leur distance. Donc pourquoi pas avec la post-logie. Je pense que c'est aussi le temps que on va dire l'eau passe un petit peu sous les ponts. Sous les ponts, ouais, que la fumée retombe peut-être. Et ouais, il y a un petit peu des de ça. différentes critiques. Mais donc oui, je pense qu'on aura un truc là-dessus. Et en l'état, avant que quelqu'un d'autre le fasse, avant que le Disney ou Lucasfilm le fasse eux-mêmes, il me semblait intéressant de l'écrire, et en plus de l'écrire avec Mehdi et Nico dans une maison d'édition qui du coup propose des essais qui sont tous très différents en fait. Donc il y a des ouvrages très analytiques, il y en a qui sont plus journalistiques. Donc moi l'intérêt aussi c'était de me dire du coup je propose ce truc là et ça donne un angle, ça leur permet à eux d'avoir un angle d'attaque sur Star Wars. Et je pense que ça veut pas dire qu'ils feront jamais de trucs, je sais pas, par exemple sur les jeux vidéo Star Wars, parce que ce serait totalement dans leur cœur de cible, tu vois. Mais ouais, du coup c'est un peu comme ça que c'est venu, et après en discutant du plan, en discutant de la forme et du fond, on a fini par se mettre d'accord sur la trame générale du bouquin. Alors, ça t'a pris combien de temps pour l'écrire, pour le faire? T'as commencé quand à poser tes idées sur le papier? Je pense que ça devait être au cours de l'année 2019. Donc avant la sortie de l'Ascension? Ouais, avant la sortie de l'Ascension, ouais. Donc en fait, les premiers plans avaient un espace vide, en fait, si tu veux, pour Star Wars 9, secret de fabrication. Mais du coup, effectivement, j'avais... alors, on savait... en discutant avec Ferd que on allait devoir de toute façon attendre Rise of Skywalker, dont on ne connaissait même pas le titre d'ailleurs quand on a commencé à discuter, donc forcément ça a vachement ralenti le processus d'écriture, mais ça nous a permis, je pense, pas mal aussi d'échanger de certaines idées et de faire des plans assez différents. On n'a pas fait tant que ça non plus, mais moi ça me permettait aussi de garder un œil sur l'actualité et commencer à avoir dans ma tête déjà, tu vois, un coin de mon cerveau réservé à l'analyse future par rapport à ce qui se faisait à la Star Wars Celebration par exemple en 2019. Donc la façon dont ils avaient révélé le titre et le premier trailer en même temps, qu'est-ce que le trailer racontait, le retour de Palpatine, etc. Donc au moment notamment où on a eu le retour de Palpatine, je me souviens envoyer un mail à Nico et je lui ai dit écoute, là sur le plan très clairement on sait que le retour de J.J. Abrams c'est aussi le retour de Palpatine maintenant, et donc du coup très clairement ça va être un énorme morceau du bouquin. Je le sentais venir et ça a pas loupé, même s'il y a des gens à l'époque qui me disaient ah ouais mais ça pourrait être une astuce, en fait ils font croire qu'il revient mais il revient pas, mais il est bien revenu hein. Et enfin il me semble et donc voilà, du coup ça s'est fait un petit peu comme ça. Et forcément ça s'est beaucoup accéléré en décembre parce que moi je savais que je quittais mon boulot parce que j'avais envie de consacrer à fond à l'écriture du bouquin et aussi éventuellement avancer sur d'autres projets que j'avais pas le temps de faire. Donc du coup à partir de décembre j'ai vu le film trop de fois en trop peu de temps, mais du coup j'étais blindé, et donc là ça a commencé à s'enchaîner. Eux étaient prêts aussi de toute façon de leur côté, et donc du coup on a pu échanger, on était déjà d'accord à peu près sur le plan, il s'est densifié, il s'est précisé d'après Rise of Skywalker, qui a pas mal nourri aussi les trucs qui venaient avant, parce que forcément une fois que tu sais à quoi ressemble la fin de la saga des Skywalker, tu t'as plus qu'à relire tous les autres, à revoir tous les autres films et à repenser tout un tas de choses. Et du coup ouais, ça m'a vraiment pris du temps, on va dire. L'écriture active c'était vraiment à partir de janvier cette année. Je visitais aussi les parcs d'attractions Galaxy's Edge fin janvier, début février, avec Phobos, ma chérie, que je salue, et donc du coup je savais aussi que ça allait se retrouver dans le bouquin. Donc ah oui, c'est la Galaxy Edge aussi se retrouve dans le bouquin. Ouais. Sous quelle forme? L'analyse du parc ou la création du parc? Je reviens ni trop sur l'un ni sur l'autre, mais il y a effectivement un petit chapitre, on va dire, qui parle de la façon dont les gens peuvent désormais faire partie de Star Wars en fait. Si je me souviens bien, ça arrive à une partie du bouquin dans laquelle j'explique que Lucasfilm et Disney ont quand même multiplié les points de vue sur la saga, et que maintenant quelque part on est tous invités, alors on le sera un peu plus en France quand on aura notre version de Galaxy's Edge à Disneyland Paris, mais un peu plus invités à participer comme ça directement à la saga.
Donc j'explique un petit peu comment ça s'est créé, quelle taille ça fait, combien d'argent ça a coûté, donc je rentre pas énormément dans les détails, parce que ça aurait été assez bizarre d'avoir d'un coup un côté presque vlog, tu sais, genre où je raconte ma vie. Alors moi j'y étais en janvier, c'est vraiment super bien bouffé, mais c'est vrai qu'on bouffe super bien par contre, je le dis. Donc du coup, mais ça voilà, ça sera... Je vous les mettrai, je dédicacerai les menus. Non, je sais pas ce que je pourrais faire, mais on fera une édition augmentée sur Galaxy's Edge si ça intéresse les gens. Mais non, mais très clairement, il y aurait plus de choses à dire, et surtout, on va voir comment le parc évolue, si aussi il survit à la situation, parce que forcément, la situation est super dure pour les parcs d'attractions, mais ça, je vous apprends rien. Donc ouais, du coup en janvier je sais qu'il y avait ça qui arrivait, et après du coup j'ai consacré 100% de mon temps à l'écriture. Le confinement a fait que j'ai été plus vite que prévu, puisqu'on avait prévu de terminer à l'été en fait, et du coup je crois qu'en juin j'avais déjà terminé, sachant qu'on a quand même eu des moments un peu de doute, du style l'artbook de Rise of Skywalker qui devait sortir d'abord en décembre, puis en mars, puis est sorti je crois en mai. Donc en fait moi j'ai vraiment attaqué la partie Rise of Skywalker sur le tard en fait. Et donc t'as mis moins d'un mois pour la faire, cette partie Rise. Ouais, mais après du coup quand je suis quelqu'un d'assez discipliné, ça fait le mec qui se la raconte, mais à partir du moment où tu veux écrire et tu veux envoyer le bouquin à ton éditeur à temps, puis aussi quand on a la chance de faire ce boulot là, alors j'en vis pas, mais quand on a cette opportunité, généralement on a envie de le faire à fond. J'avais la chance de pas avoir le boulot, et en plus de pas avoir des impératifs de rechercher un boulot tout de suite, parce que le monde était à l'arrêt, si tu veux. Donc quelque part, je parlerai pas de bénédiction, parce que ce serait insulter tous les gens qui en ont souffert, autrement plus que moi. Mais effectivement, pour moi, c'est la situation, elle était quasiment idéale pour te avancer, laisser quoi. bosser, quoi. Donc du coup, tu te lèves, tu prends ton petit déj, t'enquilles les trucs, tu relis, tu corriges, tu fais des recherches quand t'arrives pas à écrire, et voilà. Donc ça s'est fait beaucoup plus rapidement que ça aurait pu avancer. Après. J'avais pas l'intention de rendre en retard si Mehdi et Nico écoutent ce podcast, mais très clairement, je pense que ça a vachement accéléré les choses, malgré quelques heures, comme le bouquin de Rise of Skywalker, The Art of Rise of Skywalker, parce que je me suis quand même beaucoup basé sur les rares ressources officielles qu'on a, qui viennent de ces bouquins-là. Donc quand tu l'as pas, c'est un peu embêtant. Ouais, tu l'as. Justement, tu les as eu où, tes informations? T'as fait de la recherche pure, ou t'as eu des confidences de personnes que t'as contactées? Du coup, il y a peu de temps, j'ai eu des confidences que j'aurais pu mettre dans le bouquin, mais en fait, ce serait un peu, potentiellement ce serait évident, ou ça deviendra évident avec le temps, d'où viennent ces fameuses confidences, à quoi elles ressemblent, pourquoi je les ai eues à ce moment-là. Donc en fait, j'ai préféré ne pas les utiliser, même si elles auraient pu être très précieuses pour le bouquin. Maintenant, elles renseignent forcément ce que j'écris. Donc après, c'est sûr que j'aurais préféré pouvoir interviewer quelqu'un et dire cette personne m'a dit que, mais bon, ça aurait créé des problèmes pour la personne ou les personnes en question. Ouais. Donc voilà. Après, sinon, c'est essentiellement de la coupure de presse, un peu comme le dernier des flics alcooliques et fumeurs de clopes à la course au serial killer, tu vois, genre les bouts de les journaux épinglés au mur avec les fils rouges, voilà, alors du coup version numérique. Mais ouais, l'un des premiers trucs que j'ai fait du coup pour le bouquin, c'est de créer justement une chronologie avec les grandes dates, qu'est-ce qui s'est passé chaque année et tout. En incluant aussi les sorties, certaines déclarations, on va dire un peu fortes. Et pour ça, il a fallu remonter le fil d'actualité de pas mal de sites d'actu, Star Wars ou non, de gros noms de la presse hollywoodienne, comme je sais pas, The Hollywood Reporter typiquement, Variety. Ah oui, type tel acteur ou tel réal ou tel producteur a dit ça sur le film, telle date, tel jour, et c'est à mettre en commun avec ce qui est apparu à l'écran ou avec d'autres propos, comme ça, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Et en fait, du coup, c'était un exercice qui était au départ, je dois pas te le cacher, assez chiant, mais qui a vite fait apparaître et assez laborieux en fait, en tout cas, parce que c'est quand même assez marrant, parce que pour reprendre la métaphore du flic, il y a quand même un côté un petit peu frisson, tu vois, t'enquêtes. Mais c'est vrai que ça a fait apparaître quand même pas mal de belles idées.
Et en fait, c'est un exercice qu'on fait plus du tout de nos jours. Je pense que je t'apprends rien. Les gens aujourd'hui, ils cliquent sur un titre, ils cliquent pas sur l'article, ils retweetent mais ils lisent pas, ils regardent des vidéos sans le son avec des sous-titres, et puis ils se souviennent pas de ce qui s'est passé il y a un an nécessairement. Tu vois, même quand t'es fan de Star Wars, t'as pas forcément envie de te dire oui, mais Bob Iger et Kathleen Kennedy, ils avaient dit ça il y a 6 mois. Et donc en fait, c'est un travail de journaliste en fait. Je pense de refaire une espèce de comme ça de remonter un petit peu dans le temps et de faire apparaître d'une déclaration à l'autre et en les mettant en relation des fois des trucs qui sont d'une limpidité extrême en fait. Mais c'est sûr que quand quelques mois voire quelques années séparent ces déclarations, parfois c'est dur en fait. Mais c'était vraiment super marrant parce que moi au début de l'année j'avais vraiment l'impression de revivre entre 2012 et 2015. Parce que je lisais les déclarations et j'étais là, mais ils avaient déjà dit ça à l'époque, mais attends, mais quoi? Il y a un certain nombre de trucs que même les gens ont oubliés, tu vois, genre le fait par exemple que George Lucas a dit qu'il avait sécurisé le trio original pour cette nouvelle trilogie avant de vendre à Disney. Donc tu vois, il l'avait dit. Il y a des trucs comme ça où il y a certaines personnes en me relisant, ils ont dit mais attends, mais t'es sûr de ça? Parce que moi je me souvenais que notre chronologie c'était ça en fait. Et en fait on se rend compte qu'on a tous notre chronologie qui est forcément marquée, biaisée en fait par la façon dont on a eu l'information, par qui, à quel moment et tout. Donc c'est super important de le refaire. Je pense que si je l'avais pas refait, le bouquin aurait sans doute eu des petites erreurs factuelles quand même de toute façon. Donc pour ces deux raisons là il fallait le faire. Et c'était marrant parce que ça faisait apparaître une sorte de méta-histoire en fait, si tu veux. D'un coup je me disais ah ouais en fait si tu connectes cette déclaration là elles ont beau avoir 3 ans d'écart, ça raconte quelque chose et c'est un mea culpa déguisé, tu vois. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont apparues et j'espère que ça plaira aux gens quand ils s'en rendent compte dans le bouquin, en lisant le bouquin. D'accord. Ah, donc il sort le 15 novembre, c'est ça? 19, ouais, j'étais pas loin. Pas loin. J'espère que de toute façon on en reparlera. Avec plaisir. Parce que une fois qu'on aura lu le bouquin, et peut-être avec d'autres membres de SWD, pardon, si j'écorche le nom du podcast, ils vont me tuer. On reparlera du contenu plus en détail et de tes idées, de tes références là-dessus. Super, avec plaisir. Une autre petite question un peu trollesque encore pour finir. Tu vas toucher des royalties sur les ventes du bouquin ou pas? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un fonctionnement de droit d'auteur classique. Ouais. Donc après, c'est mon premier bouquin, donc vous pouvez facilement imaginer que mes royalties et mes avances sur droit ne sont pas super élevées. En tout cas, je vous le dis très clairement, ce n'est pas assez pour le travail que j'ai fourni, ce qui ne veut pas dire que Mehdi ou Nico sont des pingres, parce que malheureusement, c'est la réalité du milieu de l'édition, et c'est comme ça que ça marche quand tu débutes aussi, j'imagine. Donc je m'y suis plié. C'est aussi moi qui ai décidé que j'allais y accorder 100% de mon temps. Peut-être que quelqu'un qui l'aurait fait sur un peu de temps libre et aurait très bien pu le faire de manière, on va dire, économique, rentable, etc. Mais bon, quand on est fan de Star Wars, quand on a envie de donner le meilleur bouquin possible aux gens, quand on a un minimum de conscience, peut-être qu'on a envie de s'investir un peu plus, tu vois, quitte à ce que ça soit le jeu n'en vaille pas tout de suite la chandelle, en tout cas économiquement. Après, pour moi, c'est forcément un pas énorme, parce que l'idée, c'est quand même de continuer dans cette direction-là et d'écrire. Donc si les gens soutiennent le bouquin, effectivement je vais recevoir quelques euros, pas tout de suite parce qu'il me semble qu'il y a une espèce d'année de délai, donc ça sera en 2022, quelque chose comme ça. Ah oui, carrément. Mais j'ai déjà reçu effectivement quelques petits bifetons qui quand même font plaisir. Et par la suite, je m'en cacherai pas. Et par la suite, effectivement, défendre le bouquin sera moins une opportunité financière qu'une opportunité de progresser dans cette direction-là. Donc je remercie par avance les gens qui vont peut-être déjà préco ou vont même juste lire le bouquin, l'acheter quand il sortira, parce que forcément ça va me faire avancer sur ces rails-là. Et donc pour quelqu'un qui a envie d'avancer sur ces rails-là, forcément c'est super précieux et ça vaut tout l'argent du monde. Pourquoi, une dernière question avant de te libérer, pourquoi n'a pas avoir fait du crowdfunding? Je sais pas, faudrait poser la question à Ferd. Bon, ils ont la chance d'avoir une boîte qui tourne bien et qui est assez reconnue dans les cercles geeks, tu vois, qui aime bien un petit peu se prendre la tête sur un essai et tout ça. Donc je pense que tout simplement vu que ça roule bien pour eux, ils ont continué comme ça.
Après, ils sont aussi, voilà, c'est aussi des maîtres de la com. Ils vont chercher les artistes pour leurs éditions collector. Ils connaissent super bien leur sujet, l'ouvrage livre aussi en question, donc je pense que s'ils en ont pas besoin, bah peut-être que c'est pas nécessaire. C'est parce que tout roule que... Après, peut-être qu'un jour ils le feront pour des projets plus gros, peut-être qu'ils l'ont déjà fait, mais je ne le sais pas. Peut-être qu'ils préparent quelque chose, mais en tout cas, je pense que non, au contraire, sur un bouquin Star Wars, je pense qu'il n'y a pas une prise de risque énorme non plus par rapport à d'autres. Je sais que en novembre, je sortirai auprès de bouquins sur Dune et l'âge d'or des dessins animés Disney. Donc tu vois, c'est aussi des trucs dont on parle quand même assez régulièrement, donc ça va, mais ils font aussi des trucs plus pointus, donc qui je pense eux auraient peut-être mériteraient, tu vois, d'avoir l'attention ou la sécurité d'un crowdfunding. Mais voilà, tant que ça roule pour eux et qu'ils jugent que c'est pas nécessaire, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Ok. Eh ben, en tout cas, merci Thibaut avec plaisir. Pour ce premier entretien. On va se retrouver autour de la sortie de ton livre. Yes. Pour aller plus en détail, analyser finalement avec toi ce qu'il y a et débattre sur ton analyse de l'ère Disney. Eh ben, j'ai hâte. Ouais. Merci Thibaut. Merci à vous. À plus les enfants. Ciao. Salut.